Bonjour les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une sombre histoire. Je vous préviens, ce ne sera pas la plus drôle de la chaîne, mais c'est un sujet d'actualité. Alors je trouvais que ça pouvait être très intéressant de vous en parler. Pour bien comprendre le sujet, il faut faire un saut dans le temps, de 50 ans. Nous sommes en Californie, à la fin des années 60, un dingue exécute froidement des victimes, sans aucun mobile, juste pour le plaisir de tuer. La plupart du temps, ce sont des jeunes couples profitant d'un moment d'intimité dans des endroits plutôt isolés, évidemment. Des exécutions crapuleuses pour assouvir des pulsions meurtrières. On sait finalement très peu de choses de cet ignoble agresseur, à commencer par le nombre total de ses victimes, entre 7 et 49. Le tueur du Zodiac en revendique lui-même 37. Oh, bien sûr, il y a eu des suspects. 2500 personnes ont fait l'objet d'un interrogatoire. C'est vous dire l'ampleur de cette affaire. Mais même si certains noms se détachent, aucune piste sérieuse n'a permis de conduire à des arrestations. Si bien qu'en avril 2004, 35 ans après les faits, la police de San Francisco décide de clore l'affaire. Un aveu d'échec complet. Mais si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que cet abject assassin avait l'étrange habitude de correspondre avec la police. Par lettres. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu son surnom de tueur du Zodiac, puisque c'est ainsi qu'il signait ses courriers. Le Zodiac. Ces meurtres étaient un défi qu'il lançait à la police, une partie d'échecs. C'est d'ailleurs cette histoire qui a inspiré les scénaristes de l'inspecteur Harry, avec Clint Eastwood, où il traque un tueur en série dénommé non pas Zodiac, mais Scorpion. Et dans le troisième volet de L'Exorciste, le démon est l'âme d'un tueur en série surnommé le Gémeaux. C'est vous dire combien l'histoire du Zodiac a traumatisé toute l'Amérique. Le 1er août 1969, le Zodiac envoie 3 lettres différentes à 3 journaux de la région. Ces lettres revendiquent un double meurtre. La police est certaine qu'il s'agit bien du sombre tueur puisqu'il donne des détails dont seuls les enquêteurs sont au courant. Mais le plus énigmatique, c'est que chacune de ces lettres contient le tiers d'un cryptogramme. Quand on rassemble les 3 morceaux, cela donne un message secret de 408 symboles. Un document basé Z408 pour cette raison. Les consignes du tueur sont simples mais strictes. Il exige la publication de ces lettres et du message secret en une des journaux, sans quoi il exécutera 12 personnes au hasard le week-end prochain. Les journaux hésitent, mais face à la menace, ils décident de publier. Un défi qu'il lançait donc à la police, mais aussi à toute la population. Vous imaginez l'ego de ce malade qui parviendrait à déchiffrer son code. Chacun des cryptogrammes reçus par les journaux possède 136 caractères uniformément disposés en 17 colonnes de 8 lignes. Inutile de vous préciser que la police de San Francisco prend l'affaire très au sérieux et requiert les services des meilleurs cryptologues. Ils font appel aussi à Ladislas Farago, un historien militaire qui a publié de nombreux livres à succès sur l'espionnage, ainsi qu'au docteur Donald C.B. March, un autre expert reconnu mondialement. Mais le travail est fastidieux, car aucune piste n'est écartée et les possibilités sont invraisemblables. Après une semaine de recherche très intense, le FBI est toujours au point mort. Heureusement, le vendredi 8 août, l'appel d'un professeur tout à fait banal, si vous me permettez l'expression, sauvera l'honneur du pays. Carrément, avec son épouse Betty, institutrice, il a découvert le code dans les journaux du dimanche et ils ont décidé de s'y attaquer pendant leur temps libre. En seulement 20 heures de travail, Donald et Betty Arden livraient le message décodé. 2 illustres inconnus venaient de réussir l'impossible. Bien sûr, Donald et Betty avaient une grande passion pour les codes secrets. C'était leur hobby, si vous voulez. Donald a d'abord supposé que ce message était un chiffrement de substitution. Oui, le mot chiffrement, c'est le terme exact pour parler d'un code. Un chiffrement de substitution, c'est un code où chaque lettre du message est remplacée par une autre lettre. Tous les A deviennent par exemple des K, tous les B des R, etc. De prime abord, j'en conviens, ça peut paraître assez simple comme codage, mais pourtant sans méthode, c'est pas si facile que ça à percer. Et si vous imaginez tester toutes les combinaisons, vous n'êtes pas prêt d'y parvenir, puisqu'il y a tout de même factoriel 26 possibilités.
Ben oui, 26 choix pour la lettre A, 25 pour la lettre B, et ainsi de suite. Soit plus de 400 quadrillions de combinaisons. En revanche, ce code est assez simple à casser grâce à l'analyse fréquentielle. C'est une méthode qui date du 9e siècle, oui, c'est pas tout récent, et qui a été inventée par un grand philosophe arabe, Al-Kindi, qui était mathématicien à ses heures perdues. Un polymathe, comme j'ai l'habitude de dire. L'idée générale est que dans une langue, toutes les lettres n'ont pas la même fréquence d'apparition. En français, cela ne vous étonnera pas d'apprendre que la lettre la plus répandue est le E suivi du A, du I, du S et du T. C'est d'ailleurs cette analyse fréquentielle de la langue qui a permis d'attribuer les points des lettres au célèbre jeu de Scrabble. Bref, face à un code de substitution en français, il suffit de regarder les symboles qui apparaissent le plus souvent et fort probable qu'un de ces symboles équivaut à la lettre E. Bon, c'est pas si simple que ça, puisque l'auteur du message secret peut s'amuser évidemment à écrire des mots ne contenant pas la lettre E. C'est d'ailleurs ce qu'a fait David Louapré, l'auteur de la formidable chaîne Science Étonnante, dans un tweet récent. Mais bon, il y a plein d'autres outils complémentaires, comme les digrammes. Un Q est presque toujours suivi d'un U. Un L est le plus souvent suivi d'un E, d'un A ou d'un autre L. Bref, en combinant toutes ces informations avec un petit logiciel de simulation, c'est assez facile de venir à bout d'un simple code de substitution. Évidemment, les messages codés du Zodiac étaient en anglais, mais les tableaux dont je me suis servi ici existent bien sûr dans toutes les langues. Mais alors, si c'est si simple, pourquoi le FBI ne parvenait-il pas à casser le code du Zodiac? C'est qu'en fait, c'était un code de substitution un peu plus vicieux que la normale. D'habitude, quand on utilise ce genre de code, on emploie seulement 26 symboles différents puisque chaque symbole correspond à une lettre de l'alphabet. Sauf que pour compliquer les choses, le redoutable tueur du Zodiac utilisait non pas 26, mais 54 symboles. Autrement dit, à une même lettre correspondaient plusieurs symboles. C'est ce qu'on appelle un chiffrement de substitution homophonique. Tour à tour, ou même indifféremment, le E peut être remplacé par ceci, par cela, ou même encore par ceci. L'auteur du message codé s'offre plusieurs choix possibles. C'est une technique qui remonte à 600 ans environ. Un code homophonique, c'est beaucoup plus fâcheux car tous les indices de fréquence sont supprimés. Malgré tout, il y a bien sûr un moyen d'attaquer un tel code. Il suffit d'utiliser la technique du mot probable, c'est-à-dire d'essayer de deviner un mot qui devrait certainement être présent dans le message codé. C'est d'ailleurs une technique qui a été utilisée pour décrypter Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Dans chacun des messages allemands, il y avait un bulletin météo. Betty a donc essayé de rentrer dans la peau du tueur. Que pourrait-il avoir envie de dire? Elle a commencé par supposer que, vu son ego démesuré, le message commençait certainement par « je », soit « I » en anglais. Et puis certainement qu'il devait y avoir le mot tuer ou tueur quelque part, soit kill ou killing. Et en anglais, le mot est meilleur pour l'analyse qu'en français grâce à la présence du double L. Peut-être qu'à certains endroits, le tueur avait commis l'erreur de répéter successivement 2 fois le même symbole. Betty a raconté dans les interviews qui ont suivi que ce n'avait été qu'une succession de suppositions et d'essais-erreurs. Tout ce qu'elle aime dans les codes secrets. Si ça n'avait pas eu lieu dans un contexte aussi effroyable, cela aurait même pu être amusant, dira-t-elle. Mais les intuitions de Betty se révèlent payantes puisque la première phrase du Z408 est bien « I like killing ». Malheureusement, les efforts de Donald et de Betty afin d'aider la police ne sont pas récompensés à leur juste valeur, puisque le message décrypté ne donne aucun indice réel sur l'identité du Zodiac. Bien au contraire, une fois le message décodé, on peut y lire « Je ne donnerai pas mon nom, car vous essayerez de ralentir ou de stopper ma récolte d'esclaves pour mon au-delà. » Ouais, pour le Zodiac, ses victimes deviennent des esclaves qui travailleront pour lui au paradis. Un vrai détraqué. Au total, le Zodiac enverra 4 cryptogrammes. Le premier, c'est le Z408 qui fut envoyé le 1er août 1969 et décodé en moins d'une semaine. Le deuxième, le Z340, pour ses 340 caractères, sera envoyé 3 mois plus tard, en novembre 1969. Suivront ensuite,
encore un an plus tard, le Z13 et le Z32. Et malgré tous les efforts déployés, ces 3 cryptogrammes resteront un mystère. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché, vous vous en doutez, surtout que le Z13 était très aguichant avec son « My name is ». Même si, évidemment, on pouvait douter de l'honnêteté du tueur sans scrupules. Quoi qu'il en soit, ces cryptogrammes sont restés insolubles. Insolubles jusqu'à aujourd'hui. Un voile vient enfin de se lever sur les mystérieux messages envoyés il y a 50 ans. C'est pour ça que je vous en parle. Depuis quelques mois, des événements incroyables sont en train de se dérouler. Il y a d'abord un fait objectif et incontestable. Le déchiffrement du Z340, le 2e cryptogramme envoyé par le Zodiac. En décembre 2020, c'est tout récent, un trio formé d'un informaticien américain, d'un mathématicien australien et d'un programmeur amateur belge annonce avoir cassé le fameux Z340. Il s'agit de David Oranchak, Sam Blake et Jarl van Eyck. Ça ne s'invente pas, c'est bien un nom typiquement belge. Et si vous voulez comprendre plus en profondeur les méthodes de décryptage utilisées, David Oranchak, la locomotive du trio, a réalisé de fabuleuses vidéos captivantes et pédagogiques. 14 ans que ce Z340 l'obsède. Comme d'habitude, je vous mets bien sûr tous les liens dans le descriptif. Mais pourquoi aura-t-il fallu plus de 50 ans pour venir à bout de ce cryptogramme ? Bon, d'abord, une idée à laquelle je voudrais tordre le cou, c'est celle de croire que l'infâme tueur était un génie. Surtout, n'imaginez pas ça. Les génies, ce sont notre couple de professeurs, Donald et Betty Arden, ou notre trio de choc. Il y a plein de choses qui sont extrêmement compliquées à démêler, alors que c'est si simple d'en mêler. Prenez un Rubik's Cube, par exemple. C'est très simple de le mélanger. C'est pas pour autant si facile de revenir à la position initiale. Un autre exemple, combien font 19 x 47? Un rapide calcul et vous trouvez 893. Maintenant, si je vous donne 893 et je vous demande quels sont les 2 facteurs qui donnent ce produit, c'est tout de suite beaucoup moins simple. C'est d'ailleurs une grande question actuelle des mathématiques, une question à 1 million de dollars. Est-ce que P égale NP? Est-ce que tous les problèmes dont on peut facilement vérifier la solution admettent une solution qui peut facilement être trouvée? Si vous voulez en savoir plus, David a déjà fait il y a quelque temps une excellente vidéo à ce propos. Par cette petite parenthèse, je voulais surtout vous convaincre qu'il n'y a aucune, mais alors là, aucune admiration à avoir pour l'abject tueur. Sûr que pour ne pas se faire attraper en ayant toute la police de Californie à ses trousses, il ne faut pas être un idiot, mais ça ne fait pas pour autant du Zodiac un génie. Bien loin de là, Donald Arden pensait même que le Zodiac avait un niveau d'éducation assez moyen, vu la pauvreté du vocabulaire utilisé dans ses messages secrets. Mais pourquoi le Z340 a-t-il été beaucoup plus difficile à décrypter que le Z408? Après tout, comme la première fois, le Zodiac avait utilisé un code de substitution homophonique. Pas le même, évidemment, mais toujours la même idée. Une même lettre peut être remplacée par plusieurs symboles différents. Certes, sauf que cette fois, sans doute vexé de la facilité avec laquelle son premier message avait été décrypté, le Zodiac avait corsé l'affaire en ajoutant un code de transposition. Je vous explique. Un code de transposition, c'est un code où un message ne signifie rien, alors même que les lettres sont pourtant les bonnes. Prenez ce message, par exemple. Il est incompréhensible, sauf si vous partez du bas et que vous lisez une lettre sur 3. Là, ça devient limpide. Bien sûr que tout au long de ces 50 années, des cryptographes ont pensé à cette idée de transposition. Mais comment trouver la bonne transposition? Il y a tellement de possibilités. D'autant plus que je vous rappelle qu'avant le code de transposition, il y a le code de substitution homophonique. À côté de ça, la quadrature du cercle, c'est un jeu d'enfant. Dans ses nombreuses vidéos, David Oranchak explique que c'est presque par hasard qu'ils ont trouvé la bonne solution. Le 3 décembre 2020, pour être précis, pour la première fois, quelques mots sensés sont apparus sur les écrans de leurs ordinateurs. Ils ont exploité cette trouvaille et sont parvenus enfin à trouver la transposition choisie par le Zodiac. Après avoir séparé le Z340 en 3 blocs, 2 blocs de 9 lignes et un autre de 2 lignes,
il fallait se déplacer dans celui-ci à la façon d'un cavalier, avancer de 2 cases et descendre d'une autre case. Encore une fois, j'insiste, le génie n'est pas de concevoir les règles du jeu, ça, tout le monde peut le faire. Le génie, le vrai, c'est de trouver les règles du jeu. Sans compter qu'en plus, de nombreuses fautes d'orthographe venaient fausser les premiers résultats. C'est vraiment poignant de regarder les vidéos de David Oranchak et de ressentir son état d'excitation quand il comprend qu'il est sur une bonne piste. Malheureusement, une fois que le message est apparu en clair, grosse déception. Dans ce deuxième cryptogramme, le sinistre Zodiac n'énonce une fois de plus que des banalités morbides. Encore un délire mystique autour de ces esclaves qui travailleront pour lui au paradis. Évidemment, David Oranchak et ses 2 comparses ont bien sûr essayé de s'attaquer après aux 2 derniers cryptogrammes, le Z13 et le Z32, mais sans succès. Il faut dire que ces 2 messages sont beaucoup plus courts que le Z340 et le Z408. Or, plus un message codé est court, moins vous avez d'indices pour le décrypter. Mais comme souvent, le travail des uns en inspire d'autres. En décembre 2020, Faisal Ziraoui, un jeune polytechnicien marocain habitant Paris, découvre toute l'histoire que je viens de vous raconter dans un article de l'Obs. Comme tant d'autres, il est complètement hypnotisé par l'affaire et se plonge corps et âme dans toutes les archives disponibles sur le net. Et en février de cette année, il contacte le journal Le Point pour des révélations très importantes à propos du tueur du Zodiac, dit-il. D'après lui, le Z13 indique que le Zodiac est Lawrence Kay. Un nom qui figure bien dans la liste des suspects établie par le FBI, mais les suspects sont très nombreux. Et si certains chercheurs ont reconnu le caractère plausible du décryptage proposé par Faisal Ziraoui, d'autres sont beaucoup plus critiques. En 50 ans, des centaines d'interprétations ont déjà été données. Comme tant d'autres auparavant, Faisal a envoyé ses conclusions à la police de San Francisco, mais jusqu'à présent, le FBI est resté silencieux. Fort à parier qu'à cause de leur trop courte taille, à moins de langues qui se délient, le Z13 et le Z32 resteront des mystères pour l'éternité. Si vous voulez vous plonger dans cet univers un peu beaucoup macabre, je vous conseille l'excellent film de David Fincher disponible sur Netflix et basé sur le livre de Robert Graysmith, journaliste au San Francisco Chronicle qui a enquêté sur l'affaire pendant 30 ans. Pour préparer sérieusement cette chronique, en plus d'un tas d'autres choses, j'ai littéralement dévoré les 2, le film et le livre. Merci pour votre attention car la vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Mais contrairement aux nombreuses vidéos qui circulent sur le tueur du Zodiac, je voulais vraiment m'attarder sur l'aspect des codes secrets et leur décryptage. Pour tout vous dire, j'envisage d'ailleurs d'enregistrer une petite interview avec un cryptologue professionnel qui expliquerait en quoi consiste son travail. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait et quelles questions vous aimeriez lui poser. Une interview enregistrée ou en live où vous pourrez poser vos questions en direct. Dites-moi tout. En attendant, n'hésitez pas à découvrir ma vidéo à propos de la fameuse machine Enigma. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Des bises.